bien, bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Comme à la maison, un podcast qui est délocalisé aujourd'hui à Saint-Ouen, où on a la chance de faire ce podcast au sein de l'exposition de Junior Fritz Jacquet. On va développer un petit peu tout ça, mais d'abord, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, vous présenter, nous dire qui vous êtes? Alors, je suis Junior Fritz Jacquet, je suis paper artiste, en fait je suis sculpteur de papier et ma particularité c'est de travailler le papier avec la technique de l'origami. Et alors d'où vient cette passion pour l'origami? Alors, ma passion pour l'origami, c'est assez simple, c'est-à-dire que moi j'ai la chance d'être dyslexique et l'origami, c'est on prend une feuille de papier qui est à plat et cette feuille on la met en volume. Et donc mon esprit fonctionne de la même façon et donc j'ai découvert ça, je crois que j'avais 7 ans et j'ai redécouvert l'origami à l'âge de je crois 13 ans à la bibliothèque de la mairie de Saint-Ouen, donc la ville dans laquelle on se trouve. Et il y a un bibliothécaire qui faisait une séance de pliage et qui m'a conseillé un livre. Et c'est parti de là, quoi. D'accord. Voilà. Et alors du coup, si on détaille un petit peu la manière dont vous travaillez, il me semble avoir vu que quand vous travaillez à partir d'une seule feuille de papier que vous pliez, qu'il n'y a pas de collage. Voilà. Et alors expliquez-nous un petit peu tout Alors, je travaille avec une seule feuille de papier, pas de découpage et pas de collage, pour la simple et bonne raison que c'est plus simple pour moi d'appréhender la forme. Dans le sens où, pour moi, plusieurs feuilles, ça augmente de manière exponentielle les possibilités. Donc on travaille avec une seule feuille de papier, ça me permet tout simplement de rester centré sur un seul modèle et de ne pas partir un peu trop dans tous les sens. Alors techniquement parlant, ça force à aller plus loin, mais je trouve ça plus intéressant et plus facile en fait par rapport à mon mode de pensée. Parce que si je dois trouver le moyen de coller plusieurs feuilles ensemble, ça demande plus de travail. Et voilà, donc depuis des années, je travaille vraiment une seule feuille de papier parce que pour moi, c'est beaucoup plus simple. Et alors, comment vous réfléchissez, comment est votre processus créatif? C'est-à-dire, comment est-ce que vous réfléchissez, comment est-ce que vous projetez, est-ce que vous faites des maquettes? Par exemple, pour le papier, il y a des feuilles de différents formats, donc est-ce que ça, c'est quelque chose que vous appréhendez avant? Comment vous conceptualisez un peu cette partie-là? Alors, au tout début, ce que j'ai commencé à faire, c'est de voir à ma portée tous les types de papier que je pouvais trouver. Donc ça va du papier à cigarette jusqu'au carton double couche, en passant par le papier de soie, en passant par le carton, le calque, et ainsi de suite. Et donc pendant des années, ce que j'ai essayé de faire, c'est de développer des techniques pour travailler le papier, mais chaque type de papier avec ses caractéristiques intrinsèques. Et donc ça m'a donné un panel assez large de techniques et de savoir-faire qui m'ont permis de pouvoir, je dirais aujourd'hui, à force de pratique, en fonction des lieux, des espaces, des dimensions, trouver naturellement le papier qui est le plus adéquat. Donc après, ce qui était très drôle au tout début de ma carrière, c'est que les gens, quand ils venaient à mes expositions, ils étaient persuadés que c'était des expositions où il y avait plusieurs artistes qui exposaient, parce que quand on passe du carton au papier de soie ou autre, le rendu n'est pas du tout le même, la texture n'est pas du tout le même, et du coup l'aspect non plus, et les gens étaient persuadés que c'était des expositions collectives, et non, c'était juste parce que j'avais développé les façons de travailler le papier différemment. D'accord. Voilà. Et vous dessinez avant, quand vous projetez sur ce que vous allez faire, comme vous faites des recherches sur les différents objets auxquels vous voulez donner une forme en papier ou... Alors, je dessine pas, parce que je ne sais pas dessiner, mais la chance que j'ai, c'est que je suis dyslexique et cette dyslexie me permet en fait de visualiser les choses en 3 dimensions. Donc en fait, très souvent, un projet, et je vais commencer par faire des recherches sur la forme. Par exemple, si je veux créer une fleur, je veux comprendre en fait d'où elle vient, son étymologie et tout ça, savoir comment elle se compose, la forme des pétales, la forme des branches, ainsi de suite. Et après, je laisse macérer tout ça. Et le chemin, en fait, il se crée assez naturellement. Et après, je fais 2-3 essais. Et ces essais-là, si ça marche tout de suite, c'est cool. Mais si ça marche pas tout de suite, je continue à chercher. Et souvent, je reviens en arrière sur ces essais. Parce que quand un client me commande quelque chose, je travaille pour lui. Mais du coup, ces recherches-là, je les utilise pour moi après pour développer d'autres choses. Donc les matériaux, quand vous les sélectionnez, c'est aussi en fonction
de l'aspect que vous voulez donner, de Exactement. cette cohérence-là aussi avec... Exactement. Le grammage, la finesse du papier, ce qui résiste à l'eau. Au lieu de devoir le résiner, de mettre une armature, mais en fait, quel type de papier peut tenir en fait en grande taille. Là, par exemple, on est dans un lieu qui est assez humide. Et donc, du coup, il existe 3 types de papier pour moi qui résistent, qui passeraient la commission de sécurité. Et donc, le papier sulfurisé, il est très intéressant parce que du coup, il n'a pas de porosité. Et donc, ça permet qu'il puisse prendre l'humidité, mais du coup, il va pouvoir le résorber assez facilement. Donc, ça me permet vraiment de faire des pièces de grande taille et en même temps qu'il ne s'écroule pas sous son poids parce qu'à force de se charger d'humidité, ces grands formats de papier pourraient en fait tout simplement retomber. Voilà, pour un exemple un peu plus concret. Ouais. Et l'électricité, j'imagine, c'est pareil, ça pose des questions un petit peu différentes ou pas du tout? Déjà, premièrement, quand j'ai commencé à travailler il y a des années de cela avec l'enseigne Roche-Beaubois, qui a 350 magasins de par le monde, et quand j'ai commencé aussi à travailler avec des entreprises qui sont sujets aux normes de sécurité, moi du coup, j'ai fait valider mes créations par le bureau Veritas. En fait, ça peut être aux normes qui étaient nécessaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance en fait de pouvoir monter ce genre de projet parce que les commissions de sécurité, je réponds à tous les critères qu'ils me demandent. Parfait. Voilà. Alors, on va parler un peu plus en détail concrètement de votre travail. Et je propose qu'on commence par parler de cette exposition. On a la chance d'être aujourd'hui, qui est absolument incroyable. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire voilà, ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que vous avez envie de faire cette expo et puis qu'est-ce qu'on y retrouve un petit peu? D'accord. Alors, ici, dans l'océan de Léa, donc je vais vous en parler, mais avant ça, il faut que je vous parle de Noël au Jardin d'Éden, qui était l'exposition de l'année dernière dans une ancienne église désacralisée. En fait, si vous voulez, concrètement, tout mon travail consiste à répondre au cahier des charges de certains de mes clients qui apprécient mon univers créatif et qui voudraient l'utiliser pour leur marque, pour leur projet. Donc toute l'année, je réponds au cahier des charges de certains de mes clients et donc de temps en temps, j'ai envie moi de faire un truc rien que pour moi. Et donc l'année dernière, quand j'ai fini l'exposition à Compiègne où il y a eu énormément de visiteurs qui étaient vraiment intéressants parce que c'est la première fois que je faisais un projet aussi grand parce que l'église faisait à peu près 300 mètres carrés, donc avec une hauteur de plafond qui fait 13 mètres, donc ça faisait un espace qui faisait à peu près 500 mètres carrés d'œuvre. Et sorti de là, je me suis dit, bon, l'année prochaine, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'envoie un message un peu à tout le monde en leur disant, écoutez, si vous avez accès à quelqu'un qui peut vous mettre à disposition un lieu allant entre 200 et 2000 mètres carrés, je serais ravi de pouvoir rencontrer cette personne et lui proposer un projet. Donc, je crois qu'on est plus sur 2000 que sur 200. C'est ça. Je crois que dans la commande, les gens n'ont pas vu les 200. Ils sont passés tout de suite à 2000. Ça, c'est la blague en fait que me font mes collègues. Ils me disent, du coup, il faudra peut-être demander. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pas mal de propositions qui se sont faites. Donc, au départ, des espaces un peu plus classiques, 300 mètres carrés, 500 mètres carrés. Et donc, ça n'a pas pu se faire. Et un jour, un ami a proposé de me présenter quelqu'un, donc qui était en fait une personne qui travaillait à la mairie de Saint-Ouen. Et donc cette personne est en charge de gérer en fait ce bien. Et donc après le déjeuner, je lui ai parlé du projet, de mon envie de pouvoir rentrer, avoir accès à ce lieu. Et je lui ai dit en fait que cette patinoire, j'ai patiné dedans. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un attachement sentimental. Et elle m'a dit, mais ok, c'est cool, mais en attendant, tu sais, avec tes origamis, il serait peut-être mieux que tu commences par la moitié de la patinoire. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, parce que c'est quand même grand, et donc on va le visiter. Et à la fin de la visite, je lui dis, mais Samia, il y a quoi dans l'autre partie de la patinoire? Elle me dit rien, c'est juste pour toi, ça te fera moins de travail si tu n'as que la moitié de la patinoire. Et je lui dis, si je voulais la totalité de la patinoire, comment je pourrais faire? Elle me dit, écoute, tu crées un projet, tu nous soumets ton projet et puis on verra ce que ça donne. Et c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé dans ce projet un peu titanesque. Et au départ, réellement, je pensais avoir du temps devant moi pour pouvoir le préparer et ça s'est fait très très vite. Et après que tout le monde ait validé le projet, ainsi de suite, j'ai commencé à bien m'arracher les cheveux en me disant mais dans quoi je me suis embarqué?
Et aujourd'hui, donc j'avais demandé à louer la patinoire pour 1 an. Donc la ville a fait tout ce qu'ils ont pu pour pouvoir me soutenir dans ce projet. Donc ils ont pris l'amplitude la plus large qu'ils pouvaient, donc qui était 8 mois. Donc au lieu de 6 mois de montage, on a réduit à 3 mois. Et donc du coup, j'ai fait grossir mon équipe au gré des rencontres et des disponibilités de chacun pour pouvoir en fait travailler pendant 3 mois, jour et nuit, pour pouvoir monter en fait ce projet qui au départ en fait n'est pas du tout réfléchi dans le sens classique du terme. Je me suis pas dit tiens on va faire un business plan et autres, on a essayé de le chiffrer, mais le problème c'est que à chaque fois quand tu achètes une vis, en fait, c'est des dizaines et des dizaines de kilos, parce que là, il y a quand même 10 tonnes de papier. Et donc, il a fallu répondre en fait aux différentes problématiques du lieu. Et on a avancé un peu à tâtons, mais heureusement en fait que j'avais une idée très précise de la scénographie que je voulais faire dans le lieu. Et donc, j'ai écrit l'histoire de l'exposition, je l'ai soumise à l'équipe, je l'ai soumise aussi au compositeur Christophe Bouix qui a fait la musique de l'exposition. Et donc, du coup, comme ils ont vu que c'était pas un truc un peu trop barré, du genre il veut partir dans tous les sens, du coup l'équipe m'a suivi et puis on a avancé avec les envies, les conseils de chacun, en restant vraiment dans les clous du projet. Et au bout de 3 mois, on a inauguré l'exposition. Elle a continué à évoluer pendant 1 mois et demi. Et là, aujourd'hui, l'océan de Léa, dans 2000 m², fonctionne, attire, plaît. Et honnêtement, je suis le premier surpris. Franchement, il n'y a pas de raison d'être surpris, c'est absolument incroyable. Et c'est vrai que quand on voit le travail sur place, on se dit que 3 mois pour la construire, c'est finalement assez peu, parce que c'est beaucoup et en même temps c'est peu, parce que c'est quand même quelque chose de dingue, Et je pense que c'est difficile de se rendre compte sans être venu, sans avoir vu. Je pense que même en photo, on a du la photo ou la vidéo, on s'en rend pas compte. Et c'est assez fou, donc bravo. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai que ce projet-là, j'avoue qu'à un moment donné, je me suis vraiment demandé comment j'allais faire. Et à un moment, soit tu luttes et que tu te poses trop de questions et donc tu n'y vas pas. Et donc on a commencé par se dire, essayons de trouver le papier. Et puis après, on a avancé un pas, puis un autre, un pas, puis un autre. Et ça s'est fait, c'est ça qui est assez particulier, c'est que ça s'est fait assez naturellement. Ouais. Donc après, l'équipe était très très consciente que 3 mois, ça allait être très court. Nous, on s'était basé sur le fait que la mairie n'allait pas pouvoir libérer un temps aussi large. On pensait avoir 1 an devant nous, donc on était en train de travailler sur d'autres projets. Et quand ça s'est fait, du coup, on s'est lancé à corps perdu dans le projet, ne serait-ce que pour ouvrir avant les fêtes de Noël, pour être sûr d'avoir un maximum de visiteurs, Et quand je dis premier surpris, c'est plus le premier à réaliser, c'est-à-dire que j'ai vraiment commencé à me réveiller de cet état méditatif de lâcher prise au moment où les gens ont commencé à visiter l'exposition et à partager avec moi l'émotion qu'ils ressentaient dans l'exposition, Et c'est vrai que petit à petit, je me suis un peu réveillé en me disant en fait, je l'ai fait, c'est fait. C'est fait. Et donc c'est pour ça que, pour remercier toute mon équipe, dans la continuité de l'exposition, il y a une galerie de portraits avec les témoignages de chacun, où ils parlent de comment ils ont vécu le montage de l'exposition, comment on s'est rencontrés, ainsi de suite, Voilà. C'est un peu une aventure, cette histoire. Oui. Et alors vous disiez, je rebondis là-dessus, sur trouver le papier. Oui. Comment vous avez fait? Ça a été difficile? C'était assez compliqué et en même temps très simple à la fois, dans le sens où moi souvent j'achète plusieurs tonnes de papier, mais comme depuis le confinement j'ai plus de lieu proprement dit pour travailler, parce que je me suis rendu compte que c'était plus simple de travailler directement chez mes clients, parce que ça réduisait en fait l'impact carbone en déplaçant le rouleau une fois, au lieu en fait de faire les œuvres et d'envoyer plusieurs camions. Donc j'avais pris cette habitude-là, et en fait c'est ce qu'on a voulu faire ici. Donc on a été à l'usine de fabrication de papier, et on arrive devant l'usine. En fait, il y avait un mouvement social devant l'usine, et en fait, il y avait usine fermée définitivement. Par chance, en fait, j'appelle, et le monsieur avec lequel je suis en contact était là, et je lui dis, mais vous fermez? Il me dit, ouais, on attend que ce soit repris par quelqu'un d'autre, on espère que ça va réouvrir. Mais je lui dis, mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait nous? Ils me disent, écoutez, ce serait bien que vous attendiez que la levée soit faite, parce qu'on ne peut pas vous vendre de papier, on ne peut pas vous en donner.
Et donc c'est à ce moment-là que Nadine me dit mais si vous ne pouvez pas nous en vendre, est-ce que vous pouvez nous en donner? Donc il nous a fait visiter en fait un espace à l'arrière de l'usine où ils avaient en fait tous les steaks. Les steaks en fait c'est les gros rouleaux de papier qui sont éventrés, qui sont mis sur des palettes pour pouvoir faciliter leur recyclage. Et avec des rouleaux qui étaient là à perte de vue quoi. Donc c'était dans un hangar qui faisait 3 fois ici. Et à un moment donné, on lui a dit, écoutez, est-ce que c'est possible d'en récupérer? Il nous a dit, je ne sais pas. Et donc, courant août, il nous appelle en disant, écoutez, la levée va se faire aujourd'hui. Vous avez 3 jours pour vous envoyer un camion. Et donc, du coup, en août, les chauffeurs routiers sont quasiment tous en vacances, donc il fallait trouver. Donc, on s'est un peu remué pour trouver quelqu'un. On a envoyé un camion. Et donc le camion s'est mis à l'entrée de l'entrepôt, à charger en fait les 10 tonnes de charge utile qu'il avait. Et donc on a pris tout ce que le camion pouvait charger. Donc si le camion n'était pas chargé en amont, on aurait peut-être pu prendre plus de papier. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec 10 tonnes de papier. Moi je voulais acheter du papier blanc. Et en fait, on a trouvé du papier de toutes les couleurs. Donc souvent, les gens me disent « Ah, les couleurs de l'expo sont belles », mais j'y suis strictement pour rien. Moi, juste, quand j'ai ouvert le camion, j'ai juste vu qu'il y avait plein de couleurs. Et donc, j'ai revu en fait le projet pour agencer les couleurs différemment. Et donc, voilà, c'est comme disait Nadine, mon agent, Nadine Beribi, qui est mon agent. En fait, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a ce qu'on voulait, et à ce qu'on a eu. Et très souvent, en fait, dans ce projet, c'est un peu ça le maître mot. Ce qu'on voulait, on ne l'a pas eu. Et ce qu'il nous fallait, on l'a eu, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu avancer sur ce projet. Ok, super. Alors ça, c'est pour l'expo. Est-ce que vous pouvez nous parler du reste de votre travail aussi? Ce que vous faites, vous parlez avec vos clients, par exemple, donc quand vous travaillez, quelle forme ça peut prendre quand ce n'est pas les projets perso? Est-ce que vous pouvez faire ça m'arrive. Alors pour mes clients, ça peut être tout simplement du team building en entreprise, ça peut être de la formation, de la sensibilisation, ça peut être des conférences, ça peut être des décorations de vitrines, ça peut être par exemple des collaborations avec des grandes marques sur les vitrines. Oui, bien sûr. Pour les vitrines, j'en ai fait pas mal. J'ai fait Chanel, j'en ai fait pas mal. Par exemple aussi, ça m'arrive de faire des plateaux de défilé de mode, ça m'arrive de faire des décorations événementielles. Enfin voilà, en gros, mes clients sont des personnes qui apprécient mon univers créatif et qui arrivent à se l'approprier et me laisser soit carte blanche ou me donnent un cahier des charges relativement strict pour que je puisse réaliser quelque chose pour eux, quoi. Donc je mets vraiment en fait mon savoir-faire et ma technicité au service des personnes en fait qui ont envie de collaborer avec moi. J'ai d'ailleurs vu que je crois que vous aviez fait une partie de... Il y a une œuvre à vous dans le bureau de la maire de Paris, non? Oui, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'avais fait en fait la Maison des Canaux. Ouais. Donc la Maison des Canaux, c'est la maison de l'économie sociale et solidaire qui se trouve à Jaurès. Donc c'est une initiative en fait de la maire de Paris qui consistait à répondre positivement aux gens qui disaient « Ouais, mais moi j'aimerais bien travailler dans tout ce qui est éco-responsable, mais le problème c'est que je ne sais pas. » Donc elle a utilisé en fait la Maison des Canaux avec toute l'équipe pour pouvoir faire un espace, parce que c'était la directive du C40 à l'époque, pour pouvoir faire un espace où on réhabilite un bâtiment à 90% ou en fait au maximum possible de réemploi. Et donc du coup, comme moi je travaillais le papier déclassé, du coup j'ai fait tous les luminaires et les décorations en papier dans cet édifice. Et donc, pour aller un peu plus loin, elle nous a donné une partie de l'hôtel de ville pour pouvoir faire, pour la journée européenne des métiers d'art, la journée du patrimoine, je m'excuse. C'est la journée du patrimoine et donc en fait elle ouvrait la mairie de Paris aux Parisiens et du coup elle voulait nous laisser cet espace pour qu'on puisse le scénographier. Et à la fin de la scénographie, elle trouvait que c'était très très bien et donc l'équipe de la mairie a demandé que ce soit, que ça reste. Et donc du coup il y a une partie de ma scénographie qui reste à la mairie de Paris. Ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois qu'ils passent à la télévision, ils se mettent tous devant cette cheminée avec ces fleurs pour pouvoir faire les plans, donc je trouve que c'est quand même, non, c'est pas mal. Moi je trouve ça content. Exactement. C'est super. Voilà. Ok, top. Moi ce qui m'intéresserait maintenant, c'est qu'on puisse peut-être essayer de se dire que, comme vous, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui ont envie de s'intéresser à l'origami plus en détail. Alors peut-être si vous avez un conseil à leur donner. Et puis j'ai vu qu'il y avait aussi un mouvement qui s'appelle le mouvement français des plieurs de papier. Il y en a peut-être d'autres. Voilà. Comment est-ce que quelqu'un qui s'intéresse aujourd'hui
à l'origami et au papier, qu'est-ce qu'il peut faire pour aller creuser un petit peu Alors, il y a le CRIMP, qui est le Centre de recherche en modélisation par le pli, qui est une association que je fais partie des membres fondateurs quand j'avais 18 ans. Donc c'est un travail plus sur ce travail-là, en fait plus sur le froissage. C'est une évolution de l'origami. Donc c'était un bande de potes, on a fait ça un peu en bande de potes, et puis après chacun est parti de son côté. Et j'ai vraiment commencé l'origami avec le MFPP, donc le Mouvement français des plieurs de papier, qui m'a vraiment accompagné. Donc là, c'est vraiment par ça que je conseillerais les gens de commencer, d'aller au MFPP, de s'abonner et d'essayer en fait par la suite d'emprunter des livres et autres. Et après, je dirais que le plus grand conseil que je pourrais donner, c'est de rentrer en contact avec Nicolas Terry, en fait, qui possède en fait Origami Shop, qui est partenaire en fait de l'exposition. Parce que ce que j'apprécie en fait chez Nicolas, c'est que vous pouvez trouver à Origami Shop, vous pouvez trouver des différents types de papier. MFPP, c'est vraiment une association où vous prête des livres. Mais en fait, Origami Shop, ce qui est intéressant, c'est que, ok, c'est une plateforme qui est dédiée à l'origami, mais vous pouvez trouver à la fois des livres, mais des livres que vous trouviez nulle part ailleurs, et en même temps, vous pouvez trouver différentes qualités et types de papier pour pouvoir, en fait, je sais pas moi, si vous voulez faire une fraise avec un papier bicolore, c'est plus simple de trouver ça sur Origami Shop. Et en fait, je conseille les parents d'aller là parce que, premièrement, il a des livres qui sont éducativement vraiment intéressants, et en même temps, on trouve des papiers qui sont beaucoup plus attractifs, attrayants pour les enfants. Donc voilà, après, si après avoir trouvé quelques livres, les enfants ou la personne qui pratique a envie d'aller plus loin, là, il peut aller en fait au MFPP. Il va pouvoir trouver toute une communauté, rencontrer des personnes, participer aux rencontres internationales et autres, quoi. Mais donc voilà. D'accord, donc il y a des rencontres internationales, il y a du monde. On sait combien il y a d'adhérents par exemple? Je ne sais pas, mais en fait il faut savoir que dans chaque pays, il y a une association de pliage. Et donc c'est un peu le compagnon des devoirs de l'origami. Ouais. Et en fait, quand vous faites un travail qui sort de l'ordinaire, les autres associations de par le monde en fait vous invitent. Et donc moi, j'ai fait l'Allemagne comme ça, j'ai fait le Portugal, j'ai fait l'Espagne comme ça, j'ai même fait plusieurs fois l'Espagne comme ça. Et donc du coup, en fait, on vous invite. Donc ça s'appelle les rencontres internationales de pliage, en fait. Et donc c'est organisé par le Mouvement français des plieurs de papier, mais aussi Nicolas Terry lui-même organise ce genre d'événement où lui, en fait, les origamistes qu'il édite leurs livres, en fait, il leur permet de rencontrer les gens qui ont envie d'aller un peu plus loin. Parce que des fois, en fait, un livre d'origami, c'est un peu informel. Là, du coup, quand vous rencontrez le créateur, je sais pas moi, du stégosaure que vous avez galéré pendant des semaines à faire, quelque part, vous pouvez vous venger sur lui en disant mais pourquoi t'as fait ce pli-là? Et c'est un côté un peu plus convivial. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. C'est plus facile. Exactement. Donc c'est pour ça que je dirais que moi, j'ai un devoir de transmission. Donc au sein de l'exposition avec Nicolas Terry, on a mis pas mal de livres à disposition, plus pour les enfants, pour les accompagner dans ce travail-là. J'ai formé en fait les animateurs de la ville de Saint-Ouen à l'origami dans l'espoir que petit à petit la ville qui m'a aidé à découvrir ma passion puisse créer des passions chez d'autres. Il y a un livret aussi que j'ai mis en place dans l'exposition où il y a des petits origamis pour les gens ou pour les parents, donc ce que j'appelle le starter. Puis après il y a 3 livres d'origami dans l'exposition qu'on a bien choisi parce que ça permet vraiment, c'est pas très compliqué, mais ça permet aux enfants de pouvoir s'amuser et accompagner des parents, quoi. Donc pour quelqu'un qui a vraiment, pour bien répondre à la question, quelqu'un qui a envie de débuter l'origami, aujourd'hui à l'ère d'Internet, évitez en fait les vidéos sur YouTube, prenez un bon livre, cassez-vous bien la tête pour y arriver, et c'est comme ça en fait que vous allez vraiment sentir si vous avez un attrait pour ce savoir-faire-là. Alors, je dis commencer par les livres, c'est beaucoup mieux parce que c'est plus galère, mais du coup après, c'est bien de composer aussi avec des vidéos parce que ça voilà. Mais si on commence directement par les vidéos, c'est comme si en fait vous commencez avec le langage de quelqu'un d'autre, et donc apprenez déjà vos premiers mots en débutant, en vous confrontant en fait au langage de l'origami, je dirais plus classique, et après en fait compléter avec quelques vidéos quand vous y arrivez pas, quoi. Et ça va vous donner en fait, je dirais, un bon retour sur est-ce que ça me plaît vraiment ou est-ce que j'ai vraiment envie de galérer là-dessus pendant des années, quoi. Voilà.
Ok, Voilà. top. La persévérance avant tout, quoi. Oui, et un peu de patience aussi, je pense. Oui. Après, moi souvent ce que je dis, c'est que la patience vient avec la passion. Et je pense qu'on est patient pour tout ce qui nous passionne. Et donc c'est pour ça que je dis aux gens, si à un moment donné vous avez envie de faire quelque chose et que vous sentez que ça vous passionne pas, vous en avez pas envie, c'est que c'est pas un truc pour vous en fait. Lâcher, c'est pas très grave en fait. C'est pas très grave. Il n'y a rien de grave en fait à ne pas persévérer, parce qu'en fait, quand on tombe sur quelque chose qui nous passionne, en fait le temps s'arrête en fait. On sort du temps tout simplement. On se crée sa bulle. On est bien. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. L'expo, c'est jusqu'au fin mars, du coup. Jusqu'à fin mars, ouais. Voilà, on ouvre du mercredi au dimanche. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'expo, qui puissent venir se rendre compte en vrai. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Bon voilà, écoutez, à bientôt dans l'océan de l'air.